Bonjour à tous, au sommaire de Cap Amérique cette semaine, Ted Cruz remonte dans les sondages derrière Donald Trump. Le sénateur du Texas serait même en mesure de remporter le premier round des primaires républicaines. À Rio de Janeiro, des innocents sont fauchés chaque année par des balles perdues, un danger qui ressurgit à quelques mois des Jeux Olympiques. Et comment vous parler d'Amérique cette semaine sans évoquer Star Wars? Nous rencontrerons les vrais accros de la série, c'est Monsieur Tout-le-Monde qui se rêve en Jedi. Mais d'abord, les primaires républicaines aux États-Unis. L'indéboulonnable Donald Trump fait toujours la course en tête. Mais parmi ses rivaux, une personne commence à se démarquer, le sénateur du Texas, Ted Cruz, qui pourrait même lui ravir l'Iowa, premier État à voter dans ses primaires. Florent Rodeau. L'Amérique est en guerre. La formule est signée Ted Cruz. À 44 ans, le sénateur du Texas est sans conteste le candidat qui monte en cette fin d'année. Dans un débat largement dominé par les questions de sécurité nationale, il a promis de détruire le groupe État islamique après les attaques terroristes de Paris et San Bernardino. Ted Cruz en a également profité pour détailler sa politique sécuritaire. Quand vous laissez entrer les gens et que le FBI ne peut pas vérifier leurs antécédents, cela met en danger les citoyens américains. Je vous le dis, si je suis élu président, nous allons sécuriser les frontières, nous allons tripler les patrouilles aux frontières, nous allons construire un mur qui fonctionne. À 7 semaines du lancement de la primaire républicaine, Ted Cruz vient de réaliser une percée fulgurante dans les sondages. Dans l'Iowa, le sénateur texan fait un bond de 21 points et devance désormais son rival républicain Donald Trump de 10 points. Si dans cet État la victoire semble désormais possible, nationalement, il est toujours largement distancé dans les enquêtes d'opinion. Avec en moyenne 15 à 16% des intentions de vote contre environ 33% pour Donald Trump, le chemin semble encore long avant de pouvoir affronter le candidat démocrate à la Maison-Blanche en novembre prochain. Mais une victoire dans l'Iowa, bastion des chrétiens conservateurs évangéliques, le 1er février prochain, lui donnerait sans aucun doute un autre statut. Depuis 1972, l'Iowa est l'État qui lance le long processus pour la désignation du président américain. Il sert d'indicateur pour savoir quel candidat peut espérer gagner l'investiture de son parti politique, et ce, malgré son poids relatif, puisqu'il ne représente qu'1% des délégués nationaux. Donald Trump, qui voit d'un mauvais œil son ascension, n'a pas hésité à traiter son nouveau rival d'un peu allumé. D'autres lui reprochent son manque d'expérience politique, Ted Cruz n'ayant passé que 4 ans au Sénat. Une inexpérience supposée qui rappelle celle d'un certain Barack Obama en 2008, à la veille de sa première élection à la Maison-Blanche. Imaginez à présent la scène suivante. Un enfant de 2 ans dort dans son lit, des tirs retentissent dans le quartier, sans doute à quelques centaines de mètres de là, et une balle perdue le tue sur le coup. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé samedi dernier dans une favela de Rio de Janeiro. Cette année, les balles perdues ont fait des douzaines de morts et des centaines de blessés. Et tout cela non loin du stade où se déroulera dans quelques mois la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. C'est un reportage de Nicolas Ranson, John Diller-Moore et Marlène Aberard. Denise a perdu son mari il y a 6 mois. Une balle perdue. Le fléau gangrène la ville de Rio. Plus de 140 personnes en sont mortes et des centaines de blessés en 2015. C'est un soutien juridique et surtout moral que Clovis vient apporter aujourd'hui à Denise. À n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, pendant les heures d'école, l'après-midi, le soir, il y a des affrontements entre gangs et policiers. Et c'est lors de ces affrontements que peut surgir une balle perdue. À Rio de Janeiro, les favelas sont partout. Elles entourent, surplombent, épousent les courbes de la ville. C'est ce qui inquiète Carlos Vasconcelos, expert en sécurité privée. Depuis son centre de surveillance, il repère toutes les menaces qui pourraient toucher les civils pendant les Jeux Olympiques. Selon lui, le fléau des balles perdues est à prendre très au sérieux, notamment le long de cette route. Elle sera empruntée par les touristes et toutes les délégations sportives. Quand vous sortez de l'aéroport international Galeão pour aller jusqu'à la zone ouest où il y aura toute la concentration du village olympique, ou même la zone nord où est localisé le stade du Maracanã, vous passez par la ligne rouge. Tout au long de ce parcours, vous pouvez recevoir une balle perdue. Régulièrement, les automobilistes se retrouvent la cible de tirs croisés sur cette voie. C'était en novembre dernier. Mais pour ce chercheur, spécialiste des questions d'insécurité à Rio,
peu de risques pour la période des Jeux. En ce qui concerne les Jeux Olympiques et pour la sécurité des visiteurs, qui généralement préoccupent les organisateurs, il n'y aura pas beaucoup de problèmes. En effet, nous avons déjà organisé de grands événements dans des contextes bien pires. Il faut gérer cela avec un renforcement policier dans certaines zones où les touristes seront, contrôler les flux et les déplacements. Ça suffit. Mais pour tous les habitants de Rio, ce qui nous préoccupe, ce n'est pas uniquement la sécurité pendant les JO, c'est la sécurité avant, pendant et surtout après les Jeux. Et là, c'est une grande inconnue. Jusqu'à 500 000 personnes sont attendues lors des compétitions. En août prochain, Rio va retenir son souffle. Les problèmes d'insécurité ne doivent pas venir gâcher la fête sportive. Retour aux États-Unis maintenant, où la législation tente de rattraper la technologie, en l'occurrence celle des drones. Ils se vendent comme des petits pains et pour cause. Ils vont de plus en plus vite, volent de plus en plus haut et ils provoquent aussi de plus en plus d'accidents. Alors l'aviation civile américaine a décidé de sévir et ficher sous peine d'amende tous les propriétaires de drones. Décollage avec nos correspondants Gallagher Fenwick et Philippe Crowther. La folie des drones civils teste continuellement les limites de la loi, y compris celle de la nature. C'est mieux que le sexe, mieux que le meilleur chocolat que vous n'avez jamais mangé. C'est mieux que tout ce que vous pouvez imaginer. Ces adeptes du vol en immersion avec images en temps réel n'ont aucun doute. Ces engins volants, il s'en est vendu des centaines de milliers cette année aux États-Unis et ce marché n'est pas près de ralentir. Le gouvernement américain a donc décidé d'intervenir pour encadrer ces activités. Il veut que chaque appareil soit désormais enregistré auprès des autorités. À mon sens, ils veulent réguler tout ça pour responsabiliser les gens. Si votre drone est fiché et que vous rentrez dans quelqu'un avec, que vous l'envoyez à la Maison Blanche ou que vous faites quelque chose d'idiot avec, ils peuvent vous retrouver. Réguler, vendre, mais éduquer aussi, c'est l'objectif de ce salon, le premier de son genre aux États-Unis. Il s'adresse uniquement aux personnes qui veulent utiliser leur drone pour filmer. Toute la journée, des cours sont dispensés ici, souvent par d'anciens militaires. Le message de ces professionnels est clair, ces engins ne sont pas des jouets, mais des outils. Vous pouvez provoquer des dégâts considérables, heurter quelqu'un par accident, entrer en collision avec un avion et tuer des gens. Résultat de cette explosion du commerce des drones récréatifs, de nouveaux marchés émergent. Cette compagnie s'est spécialisée dans l'interception. Le système est simple. Un micro recueille les sons dans le ciel. Il est relié à un ordinateur doté d'un logiciel capable de reconnaître le son des hélices. Si l'appareil qui repère le drone paraît au point, la méthode d'interception laisse à désirer. Partie remise donc, mais avec un scénario spécifique cette fois. Cet outil est surtout utilisé pour la protection rapprochée. Si un drone s'approche trop près d'une célébrité ou d'un politique, il faut faire quelque chose pour le détruire. Ok, prêt ? La compagnie affirme qu'elle compte parmi ses clients des administrations pénitentiaires et des centrales nucléaires. Le réveil de la Force sort enfin au cinéma. C'est le dernier né des Star Wars, 7e épisode d'une saga qui dure depuis 40 ans. Elle a rendu accro des générations de fans, des inconditionnels qui voudraient vraiment, mais alors vraiment, se battre avec un sabre laser. Rencontre avec nos confrères de France 2. Ils ont fondé une vraie religion, l'ordre des chevaliers Jedi. Je suis le maître Jedi de l'ordre de Chicago. Gardien Jedi et maître Bala. Et moi, je suis le nouveau Padawan. Leur culte est directement inspiré de Star Wars. Leurs héros, ce sont les Jedi, ces guerriers philosophes qui détiennent le pouvoir de la Force. Nous n'avons pas de vaisseau spatial, ni de voiture volante, ou encore moins d'espèces d'animaux inconnus. On a juste pris la philosophie, l'idée de ce qu'étaient vraiment les chevaliers Jedi.
Ces adeptes de la force ne vont pas jusqu'à construire des églises, mais leur vie est rythmée par toutes sortes de pratiques, maniement du sabre et séances de méditation. La force est avec nous. Toujours. Qui sommes-nous? Les Jedi de New York. À New York, comme dans la plupart des grandes villes américaines, on trouve aussi des cours de sabre laser, l'arme fétiche du Jedi. Pour pouvoir livrer de tels combats, il faut apprendre toutes sortes de figures. Mélange d'arts martiaux, de chorégraphie et de théâtre, les fans de Star Wars retrouvent l'esprit de leur film préféré. Tous nos personnages sont créés de toutes pièces, chacun invente le sien. Ils sont issus de l'univers Star Wars, mais ils ont tous leur propre personnalité. Moi, je joue une Sith, une méchante. En Californie, le ranch Obi-Wan. Son propriétaire, Steve, est le plus grand collectionneur au monde d'objets Star Wars. 500 000 pièces, sa maison est complètement envahie. Pendant des années, la seule réplique de l'étoile de la mort, c'était ce taille-crayon. Et voilà un distributeur de soda. Une passion dévorante née dès la sortie de la guerre des étoiles en 1977. 12 figurines, c'est comme ça que tout a commencé. Et j'ai dû attendre 1 an avant de les avoir. À l'époque, c'était la première fois qu'un film créait des jouets pour faire du marketing. Le culte Star Wars, sérieux ou pas, c'est d'abord resté un grand enfant, fasciné par la force et son côté obscur. Rien ne nous arrêtera. Et voilà, c'est la fin de ce magazine. Restez sur France 24. Vous pouvez bien sûr retrouver ce magazine sur Internet. L'info continue sur France 24.